Donc, j'arrive chez Einaudi où on me remet la traduction de Wagner Androgyne, mais je dois vous dire que j'ai un ticket particulier avec l'Italie. Je dirais une affinité de plaisir, à savoir que d'abord c'est ces gens qui non seulement qui traduisent beaucoup, mais qui invitent beaucoup, parce que au moins la génération qui était la mienne, les gens qui ont à partir de qui ont plus de 40 ans, 45 ans, connaissent vraiment très très bien le français. Et il y a eu une époque où les étudiants italiens connaissaient bien le français, donc on pouvait facilement inviter des universitaires francophones dans les universités italiennes. C'est un petit peu moins le cas déjà depuis 10 ans. On leur dit est-ce que vous pouvez faire votre conférence en anglais, ce que j'accepte toujours avec une certaine réticence. Mais et de ce fait, le livre que vous avez vu tout à l'heure, Musicologie générale et sémiologie, a été traduit en italien. En fait, j'ai plus de livres publiés en italien que je n'en ai en français. Parce qu'il y en a un qui a éclaté en deux, alors j'ai un titre de plus. Enfin, je passe les détails. On parlera tout à l'heure du travail que j'ai fait sur Proust, qui s'appelle Proust musicien. Proust musicien, c'est même pas la peine que je les cite parce qu'ils ont tous été traduits en italien pratiquement. Et il y en a deux en particulier que je n'ai pas encore mentionné. Ça, c'est un recueil d'articles différents sur les grandes théories sémiologiques et leur application à la musique, qui avait été publié par l'UQAM dans les cahiers du département d'études littéraires. Et je l'envoie à un éditeur dans le sud de l'Italie, qui est d'ailleurs un éditeur très connu, qui s'appelle Celerio. 8 jours après, toc, contrat, ils l'ont publié. Un recueil d'articles, donc ça c'est un petit peu ancien ce livre-là. Il y en a un auquel je tiens beaucoup plus, qui s'appelle Le combat de Cronos et d'Orphée, dans lequel j'ai fait des... c'est une série d'articles qui ont comme thème commun le problème de la représentation du temps dans la pensée musicale et dans la musique. C'est un sujet, alors là, on approcherait peut-être d'une dimension un petit peu plus personnelle de mon existence ou de ma personnalité. Je suis quelqu'un de taraudé par ce que j'appelle ma chronose. N'est-ce pas? Si je me faisais psychanalyser, c'est ça qu'il faudrait que je mette sur le tapis ou sur le bureau du thérapeute. Je suis quelqu'un de préoccupé, non pas par la mort du tout, mais par l'écoulement du temps. Et du coup, la musique étant un art du temps, qui se déroule dans le temps, j'ai été très très préoccupé par ce sujet. Et j'ai mis c'est un recueil d'articles dans lequel il y a des études sur des sujets très très divers, sur un ethnomusicologue roumain qui s'appelle Brailoiu, il y a un essai sur le pianiste Glenn Gould, un autre sur Hans Lick qui est un esthéticien. Il y en a un aussi avec une grosse étude sur une œuvre majeure de Pierre Boulez qui s'appelle Répond. Donc, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce qu'en arrivant chez Einaudi, je ne savais absolument pas quelle est la proposition scandaleuse que l'on allait me faire. J'avais dans la poche ce livre. Le combat de Cronos et d'Orphée. Et alors je dis, en me disant aussi que j'allais un petit peu jouer sur la culpabilité, puisqu'ils avaient mis du temps à publier Wagner Androgyne, je leur dis, mais au fait, puisque vous voulez publier Wagner Androgyne, je dis, c'est un livre auquel je tiens beaucoup, est-ce que vous pourriez publier le combat de Cronos et d'Orphée? Oh, mais oui, monsieur, on vous fait un contrat tout de suite, sans l'avoir lu ni quoi que ce soit. Il me dit, c'est bien, on a une collection pour ce genre de livre, vous serez entre un livre de Foucault et un de Roland Barthes, ça vous va? Je dis, bah oui, ça va, je ne me plains pas. Et donc, alors, j'ai compris pourquoi, en fait, ils avaient accepté, sans même réfléchir, de publier Le combat de Cronos et d'Orphée. Bon, ils m'ont fait confiance, bien sûr, que ce serait un livre, c'est peut-être intéressant, mais c'est surtout qu'ils voulaient que j'accepte la proposition scandaleuse qu'ils allaient me faire 5 minutes après. Et la proposition qu'il me faisait après, on me dit, ben voilà, quand on a reçu votre télégramme, on était très très heureux parce qu'on voudrait vous proposer d'être le directeur général d'une encyclopédie de la musique. Une encyclopédie de la musique. Alors je dis, ah oui.
Alors, et alors, ils ajoutent, vous auriez toute liberté pour concevoir la spécificité de cette encyclopédie. Bon, je crois que leur pari, c'est que, ayant fait des choses assez différentes de ce qui se faisait en musicologie traditionnelle, ils espéraient que le sémiologue aurait quelques idées qui fait que cette encyclopédie ne serait pas tout à fait comme les autres. Et effectivement, elle ne l'a pas été. Je vais vous présenter rapidement les différents volumes de cette encyclopédie, mais je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. Parce que j'ai fait 5 volumes de 1500 pages chacun, avec 280 auteurs de 20 pays différents. Alors, heureusement que l'Université de Montréal a accepté de me payer un assistant à temps complet, parce que, pour signaler un petit problème technique qui est rapidement un gros problème, vous recevez un article d'un musicologue américain avec les normes biographiques de l'Amérique, qui doivent être reformatées dans le format bibliographique italien. Il y a une toute petite différence, c'est que en français ou en anglais, les titres d'articles sont entre guillemets souvent, et en Italie sont en italique. Et qu'à l'inverse, les titres de revues chez nous sont en italique, et en italien, ils sont en caractère romain. Bon, ensuite, il y a le problème de qui est-ce qu'on cite, de quelle traduction on cite. Alors, les Anglais, les anglophones, ils vont citer la traduction, par exemple, un texte de Wagner, ils vont le citer dans la traduction anglaise. Sauf que pour que ça soit traduit en italien ensuite, il faut qu'on soit remonté à l'original allemand. Donc, vous imaginez le boulot que ça a pu être sur ces 5 volumes, rien que ce travail de remise en forme de tous les textes. C'était mon travail éditorial, j'ai été aidé pour ça, très très compliqué. Alors, bon, ça c'est la cuisine si vous voulez, mais c'est pour vous indiquer quand même que c'était un travail techniquement assez considérable. Ce qui est vraiment important, c'est ce que ça a été au point de vue intellectuel. Alors, d'abord, j'ai formé une toute petite équipe avec une collègue anglaise, Margaret Bent, qui était une sommité de la musicologie mondiale. C'est une spécialiste de domaine que je connais assez mal, le Moyen-Âge, la Renaissance, qui avait été présidente de l'American Musicological Society, donc elle connaissait tout le monde. Et 2 collègues italiens, mari et femme, mais ayant tous les 2 des spécialités, ce qui fait qu'à eux 2, ils couvraient la musicologie italienne au complet. Ils s'appellent Rossana Dal Monte et Mario Baroni. Et c'est des gens que je connaissais de longue date, tous les 3, et je savais qu'on s'entendrait fort bien pour mener ce projet à bien. Évidemment, ils étaient ravis, les Italiens, là, les 2 amis italiens étaient ravis d'être associés à cette entreprise dont ils se doutaient qu'elle allait avoir un certain impact sur le développement de la musicologie italienne. Alors, on a fait des séances préparatoires, la conception d'ensemble de l'encyclopédie. Ensuite, quand on a eu décidé du thème de chacun des volumes, on se réunissait pour faire la liste des articles et de choisir les articles en fonction des thèmes que l'on voudrait voir traités. Puis après, il y a eu l'écriture des articles, la rentrée des articles, les dialogues avec etc. Alors, l'originalité de cette encyclopédie, s'il y en a une, moi, ce que j'ai proposé d'emblée, c'est que voilà, ça c'est le premier volume qui s'appelle Il Novecento, c'est-à-dire en italien le XXe siècle. Novecento, c'est pas le 19e, c'est le XXe siècle. J'ai dit, très bien, c'est une encyclopédie qui va paraître au début du XXIe siècle. Alors on va démontrer qu'il y a eu pas une cassure, mais un changement de paradigme, comme on dirait, dans la musique européenne au XXe siècle, avec la musique sérielle de Schoenberg, l'arrivée de la musique électronique, les ordinateurs, l'apparition de la radio, la technique du disque, etc. Donc j'ai dit, on commence l'encyclopédie par présenter le XXe siècle. Bon, là, je vous passe les détails. Et il faut bien voir que ça n'est pas une encyclopédie au sens traditionnel du terme. C'est une encyclopédie à thème. C'est-à-dire, on a établi, tous les 4 ensemble, quels étaient les sujets qu'on veut vouloir traiter pour couvrir l'ensemble du phénomène musical. Et voilà, donc ça, c'était l'originalité de départ. Donc, le XXe siècle.
Deuxième volume, puisque la musicologie est une discipline relativement neuve, c'est elle qui va commander la manière de parler de la musique dans cette encyclopédie. Donc on a fait un deuxième volume qui est au fond un volume méthodologique qui s'appelle Il sapere musicale, le savoir musical, qui porte aussi bien sur les différentes disciplines de la musicologie que sur l'éducation musicale, sur alors, toutes sortes de problèmes, l'archivistique, les bibliothèques, etc., etc. Et donc, vous voyez, on est loin, à part, bon, il y a le premier volume, mais tout de suite, on était dans un autre registre d'encyclopédie que de traiter de ces aspects-là. Alors du coup, la sociologie de la musique est passée, l'anthropologie de la musique est passée, etc. Troisième volume, alors là encore, c'était une rupture. C'était une rupture par rapport aux approches encyclopédiques traditionnelles. On dirait, bon, ben, où est-ce qu'elle est, la musique occidentale? Eh bien, la musique occidentale, mes chers amis, il va falloir attendre. Parce que le troisième volume, c'est Musica e Culture, musique et culture, c'est les musiques non européennes. Donc, c'est ici que ma préoccupation pour l'ethnomusicologie a trouvé à s'incarner, en disant, si on veut comprendre, et vous retrouvez mon concept de musicologie générale, si on veut comprendre ce que c'est que la musique dans une encyclopédie de la musique, eh bien, il faudrait peut-être inclure autant les musiques traditionnelles que les musiques occidentales, et même tordre un petit peu le bras des acheteurs et des lecteurs et de leur infliger de lire un volume sur les musiques traditionnelles avant d'aborder les musiques occidentales. N'est-ce pas? Alors, c'était une sorte de coup d'État. Ça n'était pas possible en langue italienne. J'aurais aimé qu'on appelle cette encyclopédie Enciclopedia delle Musiche. Mais ça sonne très très mal en italien. Par contre, lorsqu'il y a eu, j'y viendrai tout à l'heure parce que mon malheur ne s'est pas cantonné à l'Italie, lorsque les éditions Actes Sud m'ont proposé de publier une édition française de mon édition italienne, n'est-ce pas? Je l'ai intitulé l'encyclopédie Musique au pluriel. Alors en français, ça marche. Musique et avec comme sous-titre une encyclopédie pour le XXIe siècle. Mais là, j'ai pu l'inscrire sous l'enseigne de la pluralité des musiques, qui était vraiment mon fil conducteur dans la conception de cette encyclopédie. Alors là encore, et peut-être que je ne l'ai pas fait pour les autres volumes, mais c'est bon peut-être que je regarde un petit peu les titres, les sections de cette encyclopédie, puisque ce projet d'entretien émane d'un département d'anthropologie. On a 2 chapitres au début sur les cultures musicales du monde et une discographie sélective et critique, bon, pour camper le paysage. Ensuite, là aussi, c'est une sorte de coup de pied de l'âne, musique traditionnelle et histoire. C'est-à-dire que la deuxième section porte sur l'histoire des musiques traditionnelles. Parce qu'évidemment, dans la foulée du structuralisme, où l'ethnomusicologie a longtemps fait à 90% de faire des descriptions synchroniques à des périodes données du temps, sans remonter. Bon, l'ethnohistoire existe depuis assez longtemps en anthropologie et ailleurs, mais là, hop, je débute avec une section sur l'histoire, avec des illustrations ou des thèmes. Est-ce que l'histoire de la musique de tradition orale est-elle une connaissance possible? La musique et la mémoire, les mythes de la musique dans la Grèce antique, l'histoire comme fondement de la musique de l'Extrême-Orient. Bon, après, musique et religion. Alors là, évidemment, il y a du stock et ce sont seulement des exemples. Un chapitre sur les musiques du Proche-Orient, un chapitre sur le sacré et le profane dans la musique médiévale, un chapitre sur l'islam et la religion juive. Il y en a un auquel je pense on sera sensible à l'Université Laval, et vous la connaissez, vous la citez vous-même, Frédéric Logrand, dans un de vos livres. J'ai demandé à mon ami Robert Amayon de faire un article sur la musique et le chamanisme, en prenant l'exemple de la Sibérie, etc. Après, il y a une section sur musique et société. Alors la musique urbaine, la musique et le travail, la musique et les castes au Népal,
la musique, les cycles de l'année et le cycle de la vie dans les traditions musicales africaines. Bon. Après, il y a musique et identité, le thème de l'identité, ça, j'ai pas besoin d'insister. Ensuite, musique et signification. Alors, la musique dans ses rapports avec le langage, la danse et le théâtre. Le tout étant illustré par soit des approches théoriques globales, mais en général, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé aux auteurs de dire, vous allez me parler de votre terrain, vous allez prendre votre terrain comme exemple, mais vous me le situez dans une perspective théorique globale qui est celle qui vous a inspiré. Et aussi bien pour ce volume que pour les autres, le contrat a été très, très simple, c'était de dire, si je vous choisis, c'est parce que je trouve que vous êtes un excellent universitaire ou un excellent auteur, mais vous avez toute liberté quant au contenu épistémologique et scientifique de ce que vous allez raconter. Je ne suis pas là pour vous censurer. Bon, si je trouve une grosse erreur, je vous envoie une lettre incendiaire. Mais je ne suis pas là pour ça. Ce que je veux, c'est à partir de votre expérience ponctuelle, que vous donniez l'illustration d'une problématique générale. Donc je jouais sur les deux tableaux. Et évidemment, les gens avaient été aussi choisis de manière à ce que l'on couvre, non pas la totalité, c'est impossible, mais une grande partie de la surface des musiques du monde. Alors ça, c'est le troisième volume. Le quatrième, enfin, et des gens ont poussé un soupir de soulagement, quatrième volume, l'histoire de la musique européenne, mais seulement le quatrième. Alors là, ça démarre, ça suit l'ordre chronologique, ça démarre à l'Antiquité, ça va jusqu'au 19e, puisque évidemment le 20e siècle a été traité dans le premier volume. Mais là encore, par exemple, vous ne trouverez pas un article sur Mozart, vous ne trouverez pas un article sur Bach, vous ne trouverez pas un article sur Haydn, mais vous allez trouver des articles thématiques. La naissance de l'opéra à Venise et ses prolongements. Je pourrais citer des exemples. Il n'y a qu'une exception que l'on a faite, mais c'est pratiquement une astuce, c'est qu'on a voulu souligner le caractère particulier et unique de Beethoven. Alors il y a un article qui s'appelle Beethoven l'unico. Alors c'est à deux niveaux parce c'est le seul compositeur qui soit traité, qui fasse l'objet d'un chapitre, n'est-ce pas? Donc il y a un clin d'œil là. Mais sinon, l'évolution du quatuor à cordes au XIXe siècle, le problème de la mise en scène d'opéra au XIXe, le romantisme et impressionnisme, enfin, ça fonctionne par grandes catégories et on s'est débrouillé aussi, là encore, pour balayer. Alors il y a des trous, je pourrais faire l'autocritique de mon encyclopédie, il y a des choses dont j'ai honte. Il y a des trous dont j'ai honte. Mais c'est comme ça qu'on a fonctionné, de couvrir le champ de la musique européenne à travers des thèmes qui sont pris dans un certain ordre chronologique, mais pas selon la problématique habituelle. Et puis alors, le dernier volume, puisqu'on a eu la diversité des musiques de tradition orale et la diversité des musiques européennes, et là, vous ne serez pas étonnés, puisque là, c'est Nathier Androgyne qui surgit, parce qu'une des raisons pour lesquelles la théorie de l'androgynie chez Wagner m'a fasciné, c'est qu'au début, il y a l'unité des origines, et puis moi, Wagner, je vais créer l'unité de la musique de l'avenir en remettant ensemble la musique, la poésie et la danse. Donc ce paradigme de l'unité, mais aussi de l'éclatement aujourd'hui, me préoccupe, et le 5e volume s'appelle « L'unité de la musique ». C'est-à-dire que, alors qui est symbolisé d'ailleurs sur la couverture de l'édition italienne par Yehudi Menuhin, le grand violoniste, qui a d'ailleurs dans sa vie fait des concerts avec Ravi Shankar, qui est le grand musicien indien. Ils ont fait des concerts ensemble, donc c'est vraiment une illustration symbolique de la réunion de l'Orient et de l'Occident. Alors le livre, le volume traverse, après l'étude au fond de toutes les diversités, la diversité du XXe siècle, la diversité des paradigmes musicologiques, la diversité des musiques de tradition orale, la diversité des musiques orales, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui relèverait de la musique comme entité? Alors, vous vous en doutez, il y a un article que j'ai d'ailleurs co-signé avec Jean Molineau sur les universaux de la musique. Il trouvait sa place, qui est un petit peu située au centre géographique de ce volume. Mais là encore, ce sont les grands thèmes de cette question de l'unité. Alors, il y a
toute une section sur l'opposition entre la musique européenne et les musiques du reste du monde. Il y a des choses sur l'expansion mondiale des musiques traditionnelles qui font que les frontières entre musique traditionnelle et musique européenne sont diluées. Vous avez quelque chose sur l'écrit et l'oral. La présence de l'oral dans les musiques écrites et la présence de l'écrit parfois dans les musiques de tradition orale. Vous n'êtes pas sans savoir que chez les Inuits, eh bien, comme ils ont appris le syllabique, il y a des chanteurs qui ont noté dans des cahiers les textes des chants de danse à tambour. Et donc la notion d'oralité, là, même si ce n'est pas la musique qu'ils ont notée, ben, elle en prend quand même un sacré coup. Et elle mérite que l'on s'y penche de façon critique. Il y a également des choses sur une proposition de perspective comparative sur la manière de conceptualiser la musique, les aspects interculturels de la création musicale, et puis une typologie des différentes formes de musique, classification universelle des techniques vocales, les voix et les chanteurs, panorama des instruments à travers le monde, le fonctionnement symbolique des instruments, la typologie des complexes instrumentaux, les gammes et les échelles, du parler au chanté, typologie des techniques polyphoniques, des articles qui nécessairement vont regrouper au sein d'une même problématique des dimensions essentielles de la musique, la polyphonie, les instruments, etc. Et puis, finalement, ça se termine par les problèmes contemporains de la connaissance du musical, c'est-à-dire une réflexion critique à l'époque où le volume a été fait. Il a été publié donc en 2005 de ce qu'était l'état de la musicologie il y a 10 ans par rapport à aujourd'hui. Alors, c'était dérangeant. Ça a été tellement dérangeant, je ne vais pas aller vous la chercher parce que je n'en suis pas très très content. Un jour, je reçois un coup de téléphone de Einaudi et le secrétaire général d'Einaudi me disant « Jean-Jacques, j'ai une excellente nouvelle pour vous. Nous avons vendu l'encyclopédie à un journal. » Parce qu'il faut bien vous dire, en Italie, les grands journaux, Le Monde s'est mis à faire des politiques analogues. Ils ont à certains moments des politiques de publication de livres. Le Monde, à un moment donné, avait publié une vingtaine de livres sur les grands textes philosophiques, par exemple. Alors, en Italie, la vache à lait pour les éditeurs, c'est d'avoir leurs encyclopédies ou des ouvrages, des œuvres complètes et des choses comme ça, achetés par des grands journaux. Eh bien, le principal journal financier italien, qui s'appelle Il Sole 24 Ore, le soleil de 24 heures, n'est-ce pas? Parce que les problèmes économiques sont vus à travers l'ensemble de la planète, d'où le nom de leur journal. D'ailleurs, c'est un excellent journal, parce qu'en plus de la partie économique, la bourse, etc., le samedi, il y a un supplément culturel, qui est une des meilleures choses que je connaisse. Comme ils ont une clientèle qui voyage à travers le monde, vous avez des comptes rendus de livres publiés à l'étranger, et même pas en italien dans le bouquin. Vous avez des comptes rendus d'expositions à New York, à Londres, à Munich, à Paris. Et ils ont acheté mon encyclopédie. Sauf que, et ça je n'ai pas été très content, mais je le dis publiquement, et donc ils m'ont fait un contrat que je ne pouvais vraiment pas refuser parce qu'il était tout à fait conséquent et agréable. Sauf que quelques semaines après, on me dit « Ah mais tu sais, tes volumes ne vont pas être publiés dans ton ordre d'origine, il faudra que tu réécrives les introductions. » C'est-à-dire que toute l'originalité du projet que j'ai essayé de vous présenter avait été complètement détruite et ils l'ont transformée en une encyclopédie de la musique traditionnelle. C'est-à-dire que les textes du Moyen-Âge, de l'Antiquité jusqu'au XIXe siècle se sont retrouvés dans les deux premiers volumes. Les textes sur le XXe siècle se sont trouvés dans les volumes 3 et 4. Les textes sur les musiques traditionnelles se sont retrouvés dans les deux volumes successifs.
Et puis ils ont terminé avec, ils ne savaient pas trop quoi en faire, ils ont terminé avec les textes sur les différentes approches de la musique. Alors, ça avait un intérêt, c'est que les étudiants italiens, ça, ce sont des volumes qui valaient quand même 110 € chaque, c'est très cher. En plus, il y a des illustrations en couleur, c'est cartonné, c'est bon. L'autre, il le vendait 15 € le volume. Ils ont fait une édition, non pas en 5 volumes, mais en 10, où chaque volume a éclaté en 2 volumes, vendu 15 € dans les kiosques. Donc on trouvait l'encyclopédie. Alors évidemment, ça s'est vendu comme des petits pains chauds, mais j'ai quand même considéré, surtout qu'on s'était bien gardé de me dire qu'il le savait parfaitement. Il s'était bien gardé de me dire qu'il y aurait ce changement d'orientation, parce que c'était la condition que le Sole 24 Ore, et eux, ils voulaient une histoire de la musique. On a dit, on va vous arranger ça, on va vous arranger ça, et ils se sont bien gardés de me le dire parce qu'ils savaient que sans doute j'aurais refusé. Voilà, alors ça, ce sont les aléas et les surprises que l'on a quelquefois avec certains secteurs du monde de l'édition. J'ai eu quand même dans la foulée de cette encyclopédie, j'ai eu une expérience. D'abord, bon, l'encyclopédie italienne, c'est une expérience très agréable. Parce que qu'est-ce que j'ai pas appris sur la musique? Vous pouvez imaginer. Hein, c'est dingue. C'est que dans la foulée de ça, au bout de 3 ans, il y a la grande maison d'édition française de Arles, Actes Sud, qui a acheté les droits de l'encyclopédie pour une publication française. Mais ça a rebouffé 5 ans de ma vie. Et il y a eu une période extrêmement difficile où j'ai terminé l'encyclopédie italienne pour les volumes 4 et 5 et j'ai commencé les 2 premiers volumes de l'édition française. Avec encore cet exercice de reformuler les bibliographies, cette fois-ci pour les mettre aux normes du lecteur français, avec de nouveau des sources et des citations et des références différentes pour que les traductions des textes de Wagner en français et non plus... bon. Donc il a fallu, là encore, mon assistant travaille pour m'aider à trouver ça. Alors là, ça n'est pas une nouveauté par rapport à ce que vous voulez voir. J'ai eu... alors d'abord, il y a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a ce nouveau titre qui insiste sur la pluralité des musiques... Des musiques abordées, une encyclopédie des musiques. Et là, on retrouve musique du XXe siècle, les savoirs musicaux, musique et culture, histoire des musiques européennes et l'unité de la musique. Autre expérience. Alors, évidemment, je suis profondément heureux de cette publication parce que, vous pouvez le deviner, c'est l'ouvrage de base qu'on utilise aujourd'hui dans les conservatoires et les départements de musicologie en France. Donc, et je sais que ça s'utilise, que ça s'achète, et que ça se consulte, ça se photocopie à tour de bras. Donc, je pense que j'ai fait un travail, ça m'a tué, mais j'ai fait un travail qui a retardé tout le reste dont on reparlera tout à l'heure dans le prochain entretien, mais voilà. Alors, il y a eu une dernière surprise agréable. Actes Sud voulait donner un bonus aux gens qui achèteraient les 5 volumes. Alors on a cherché sur ce qu'on allait faire et je leur ai proposé de faire l'édition en facsimilé du dictionnaire de musique de Jean-Jacques Rousseau qu'ils ont donné. Tout acheteur de l'encyclopédie pouvait avoir cet exemplaire du dictionnaire de musique de Rousseau avec une collection très complète de toutes les planches de Rousseau, parce qu'il y a aussi les planches musicales de l'encyclopédie et pas seulement du dictionnaire de musique. Et j'ai confié la présentation, le travail éditorial de cette encyclopédie, de ce dictionnaire de musique, à un collègue et un ami de l'Université du Québec à Montréal, qui est Claude Dauphin, qui est un spécialiste de Rousseau musicien. Voilà, alors ça, c'était le bonus qui est venu s'ajouter à tout le reste.